Le millionnaire monte dans le taxi et reste figé sur la banquette arrière. Une petite fille le fixe avec les mêmes yeux que sa fille. Elle tient un collier que seul lui et sa fille possédaient. La vérité derrière cela fait arrêter le monde. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le ciel de Paris s'était réveillé couvert de nuages gris en cette fin d'automne. La bruine fine et persistante, si caractéristique de la capitale française, semblait conspirer contre l'humeur déjà affectée d'Antoine Legrand, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du secteur immobilier français. À 45 ans, avec des tempes grisonnantes qui contrastaient avec le reste de sa chevelure encore noire, Antoine marchait rapidement dans les rues du centre financier de l'avenue Montaigne, vérifiant compulsivement sa montre. « En retard, toujours en retard », marmonna-t-il pour lui-même, sentant le poids de sa mallette dans une main et tenant son parapluie de l'autre. La réunion avec les investisseurs étrangers était prévue pour 9 heures précises, et chaque minute de retard pourrait signifier l'échec d'un projet qu'il préparait depuis plus de 2 ans. La société immobilière Legrand, fondée par son père et maintenant sous sa direction, était sur le point de lancer un projet révolutionnaire dans le quartier de la Défense. C'était l'opportunité en or pour développer les affaires à l'international, mais ces derniers jours avaient été un véritable chaos de réunions interminables et de documents à réviser. Voyant qu'il n'arriverait pas à temps à pied, Antoine leva énergiquement le bras pour héler un taxi. Un véhicule blanc s'arrêta immédiatement, et il monta sans même regarder la conductrice, se contentant d'indiquer l'adresse de son bureau, tout en essayant d'organiser les documents qu'il devrait présenter. « Tour Montparnasse, s'il vous plaît. Je dois y être dans 10 minutes. » Ce n'est qu'après s'être installé qu'Antoine remarqua quelque chose d'inhabituel sur le siège avant. Une petite fille d'environ 7 ans était assise à côté de la conductrice. Ses grands yeux marrons l'observaient dans le rétroviseur avec une curiosité tranquille. Pendant un instant, le monde sembla se figer autour de lui. La fossette au coin droit du visage de la petite fille, quand elle sourit timidement, fut comme un poignard traversant sa poitrine. Un détail si petit, si insignifiant pour n'importe qui d'autre, mais qui représentait pour Antoine un tunnel direct vers un passé qu'il essayait désespérément d'oublier. « Mon Dieu !» murmura-t-il, laissant glisser les documents de ses mains tremblantes. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» demanda la conductrice, une femme d'environ 35 ans aux cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné et aux yeux attentifs qui l'observaient dans le rétroviseur. « Cette petite fille, c'est votre fille ?» demanda Antoine, incapable de dissimuler le tremblement dans sa voix. La conductrice hésita un moment avant de répondre, ses yeux trahissant un soudain malaise. « Oui, c'est Béa. Aujourd'hui, c'est jour de réunion à l'école, alors elle m'accompagne au travail. » Antoine ne pouvait détourner son regard de la fillette. Chaque détail de son visage faisait remonter un flot de souvenirs. La forme du nez légèrement retroussé, les sourcils sombres et bien définis, même la façon dont elle inclinait légèrement la tête sur le côté en l'observant. Tout lui rappelait Daniel, son fils disparu 7 ans auparavant. « Quel âge a-t-elle » demanda-t-il, essayant de garder son sang-froid. « Elle a 7 ans », répondit la conductrice, maintenant visiblement mal à l'aise face à l'intérêt du passager. 7 ans. Le calcul était simple et troublant. Daniel avait 5 ans quand il avait disparu. Aujourd'hui, il en aurait 12. Mais cette petite fille, la ressemblance était trop frappante pour être ignorée. « Je m'appelle Antoine », se présenta-t-il, essayant d'atténuer l'étrangeté de la situation. « Et vous ?»« Jeanne ?» répondit sèchement la conductrice, gardant les yeux fixés sur la route. « Nous arriverons dans 5 minutes. » La pluie s'intensifia, et les gouttes commencèrent à frapper violemment le pare-brise du taxi. Le bruit rythmé des essuie-glaces créait une étrange bande sonore pour le tourbillon de pensées qui dominait maintenant l'esprit d'Antoine. La réunion, les documents, les investisseurs, tout semblait insignifiant face à cette coïncidence inexplicable. « Béa, c'est un diminutif pour Béatrice ?» risqua Antoine, incapable de contenir sa curiosité. Ce fut la petite fille qui répondit, d'une voix douce qui sembla percer quelque chose de profond en lui. « Oui, mais tout le monde m'appelle Béa. Seule la maîtresse m'appelle Béatrice quand je fais des bêtises.
Jeanne jeta un regard rapide à sa fille, comme pour la faire taire. « Nous sommes arrivés, monsieur. Tour Montparnasse. » Antoine regarda par la fenêtre et vit l'imposant bâtiment devant lui. Il aurait dû être soulagé d'être arrivé à temps, mais tout ce qu'il ressentait était une réticence angoissante à quitter ce taxi. « Combien je vous dois ?» demanda-t-il, sortant son portefeuille. « 45 €, répondit Jeanne, évitant toujours son regard. Antoine sortit un billet de 100 €. « Gardez la monnaie, dit-il en lui tendant l'argent. Puis, dans une impulsion qu'il ne comprit pas lui-même, il ajouta « Vous habitez par ici ? J'ai besoin d'un chauffeur de confiance pour me conduire à quelques rendez-vous cette semaine. » Jeanne hésita à nouveau, ses doigts serrant légèrement le volant. « Nous habitons à Belleville, mais je travaille dans toute la ville, » répondit-elle finalement. « Si vous avez besoin, vous pouvez demander ma voiture via l'application. Mon nom complet est Jeanne Olivier. »« Merci, » dit Antoine, notant mentalement le nom. Il regarda une dernière fois Béa et sourit, recevant en retour ce même sourire avec la faussette qui le troublait tant. « Ce fut un plaisir de te rencontrer, Béa. »« Au revoir, monsieur, » répondit la petite fille, agitant joyeusement la main. En sortant du taxi, Antoine sentit le poids de la pluie sur ses épaules, mais ce n'était rien comparé au poids des souvenirs qui l'écrasaient maintenant. Il resta immobile sur le trottoir, regardant le taxi s'éloigner et se fondre dans la circulation, tandis que la pluie trempait son costume importé. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Christine, son assistante, probablement désespérée par son retard. Il ignora l'appel et marcha lentement vers l'entrée de l'immeuble, sentant que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie au cours des 15 dernières minutes. Les investisseurs pouvaient attendre. Pour la première fois en 7 ans, Antoine Legrand sentait qu'il avait quelque chose de plus important à faire, quelque chose qui ne pouvait pas être reporté. Il devait découvrir qui était réellement cette petite fille et pourquoi elle lui donnait l'impression de voir un fantôme de son passé. La réunion avec les investisseurs se déroula comme un flou dans la conscience d'Antoine. Son corps était présent. Sa voix articulait chiffres et projections avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait passé 2 décennies à bâtir un empire immobilier, mais son esprit errait dans les couloirs sombres d'un passé qu'il avait tenté, sans succès, de laisser derrière lui. Nous croyons que le projet de la Défense a le potentiel de révolutionner le concept d'habitat durable en France, conclut-il automatiquement, tandis que les hommes d'affaires étrangers échangeaient des regards d'approbation. François Mercier, son associé depuis 15 ans, semblait soulagé par le succès apparent de la présentation, mais Antoine connaissait ce regard en coin que son ami lui lançait. François savait que quelque chose n'allait pas. Quand le dernier investisseur quitta la salle de réunion, François ferma la porte et dévisagea Antoine avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Que s'est-il passé? Tu semblais être sur une autre planète. Antoine desserra sa cravate, se sentant soudain étouffé. J'ai vu une petite fille aujourd'hui, dans le taxi. François se figea, comprenant immédiatement. Antoine, ne recommence pas avec ça, ça fait 7 ans. Tu ne comprends pas, rétorqua Antoine, passant ses mains dans ses cheveux humides. Elle était identique à Daniel. La même faussette sur le visage, le même regard. Et l'âge? François, elle a 7 ans. Le compte est bon. Le compte est bon pour des milliers d'enfants à Paris, répondit François, avec la délicatesse de quelqu'un qui craint de marcher sur un terrain miné. Je sais que tu n'as jamais surmonté ce qui s'est passé, mais créer des théories sur des enfants aléatoires ne ramènera pas ton fils. Les mots de François, bien que durs, venaient d'un lieu de préoccupation sincère. Il avait été aux côtés d'Antoine pendant tout le cauchemar qui avait suivi la disparition de Daniel. Il avait vu son ami se transformer d'un homme joyeux et charismatique en une ombre consumée par la culpabilité et l'obsession. « Je dois découvrir qui est cette petite fille », murmura Antoine, plus pour lui-même que pour François. « Et que comptes-tu faire? Poursuivre un taxi à travers la ville? Antoine, cela pourrait être considéré comme du harcèlement. Tu as une entreprise à gérer, une vie à poursuivre. Vie. » Le mot sonnait creux aux oreilles d'Antoine. Quelle vie menait-il depuis cet après-midi de dimanche où Daniel avait simplement disparu de l'aire de jeu de la résidence? Une existence mécanique, remplie de réunions, de contrats et de nuits d'insomnie arrosées d'anxiolytiques. « Je rentre chez moi, dit-il finalement, rassemblant ses documents. Termine les négociations avec les Allemands. J'ai confiance en toi. » L'appartement d'Antoine à Neuilly-sur-Seine était spacieux et élégant, décoré avec le bon goût impersonnel d'un décorateur d'intérieur bien payé, mais il y avait une pièce qu'aucun décorateur n'avait jamais touchée. Une chambre au bout du couloir dont la porte était toujours fermée.
Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Antoine tourna la poignée de cette porte. La chambre de Daniel était restée exactement comme le jour de sa disparition. Un lit au motif de super-héros, des étagères remplies de petites voitures et de dinosaures en plastique, un globe terrestre sur le bureau. Le temps semblait figé là-dedans, comme s'il attendait le retour de son petit habitant. Antoine parcourut lentement la chambre, touchant les objets avec révérence. Il prit un cadre avec la photo de Daniel souriant, exhibant la même fossette qu'il avait vue aujourd'hui sur le visage de Béa. Il s'assit sur le petit lit, sentant le poids de l'absence qui n'avait jamais diminué. « Où es-tu, mon fils » murmura-t-il dans le silence. Le téléphone dans sa poche vibra. C'était une notification de l'application de taxi, lui rappelant d'évaluer sa dernière course. Jeanne Olivier. Le nom de la conductrice clignotait sur l'écran comme un signal. Sans réfléchir à deux fois, Antoine ouvrit l'application et écrivit un message au support. Il avait besoin du contact de cette conductrice. C'était une question urgente, expliqua-t-il. Il avait oublié un document important dans le taxi. En attendant la réponse, il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Enfant disparu Paris 2017. L'année où Daniel avait disparu. Des centaines de résultats apparurent, chacun représentant une famille brisée comme la sienne. Des heures passèrent, tandis qu'Antoine plongeait dans un océan d'informations sur les disparitions d'enfants. Des statistiques froides qui cachèrent des tragédies personnelles. À un moment donné, ses yeux lourds se fermèrent et il s'endormit sur son clavier. Le cauchemar vint comme toujours. Il était dans l'air de jeu répondant à un appel important. Daniel jouait sur le toboggan. « Juste une minute, fils », disait-il au garçon impatient. « Papa doit régler ça. » Quand il raccrocha, Daniel n'était plus là. Aussi simplement que ça. Comme quelqu'un qui quitte la scène pendant un clignement d'œil. Dans le rêve, Antoine courait à travers la résidence, criant le nom de son fils, sa voix résonnant sans réponse. Il se réveilla en sursaut au son de son téléphone. Un message de l'application. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas fournir les coordonnées des chauffeurs partenaires. Nous vous suggérons d'utiliser la fonction « Objet perdu » disponible dans l'application. Antoine jura doucement. Bien sûr, ce ne serait pas si facile, mais il n'abandonnerait pas. Il revint à sa recherche et, après quelques heures supplémentaires, trouva quelque chose qui glaça son sang. Une vieille nouvelle d'il y a 7 ans relatait le cas d'un bébé trouvé abandonné à la porte d'un orphelinat à Belleville, dans l'est de Paris. La date, 17 mars 2017, le même jour où Daniel avait disparu. L'article disait peu de choses, seulement que l'enfant, une petite fille d'environ 6 mois, avait été laissé dans un panier avec un petit ours en peluche et sans aucun document ou identification. Les autorités recherchèrent des informations sur les parents biologiques. Antoine sentit son cœur s'accélérer. La coïncidence était trop troublante pour être ignorée. Une petite fille abandonnée le même jour où son fils avait disparu. Une petite fille qui aujourd'hui aurait exactement 7 ans. Il vérifia le nom de l'orphelinat. Institut L'Accueil. Existait-il encore? Rapidement, il rechercha le nom de l'institution et découvrit qu'elle fonctionnait toujours. Il nota l'adresse et décida qu'il visiterait l'endroit le lendemain matin. Il retourna dans la chambre de Daniel et prit l'un des jouets préférés de son fils, un petit dinosaure vert en plastique que le garçon emportait partout. Il le glissa dans sa poche comme un talisman. « Je vais te retrouver », promit-il, regardant la photo de son fils. Je ne sais pas encore comment, mais je vais découvrir ce qui s'est passé ce jour-là. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avant que son réveil ne sonne. Il appela Christine et lui demanda de reporter tous ses rendez-vous. Il avait une affaire personnelle urgente à régler. Il s'habilla simplement, jean et t-shirt, pour ne pas attirer l'attention dans le quartier populaire qu'il allait visiter. Avant de partir, il passa à nouveau par la chambre de Daniel et fit une promesse silencieuse. La circulation vers Belleville était intense, comme toujours à Paris, donnant à Antoine le temps d'organiser ses pensées. Que dirait-il en arrivant à l'orphelinat? Comment expliquerait-il son intérêt pour un enfant qui n'y était probablement plus? Et même s'il obtenait des informations, que ferait-il ensuite? Tandis que ces questions tourbillonnaient dans son esprit, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-il, réduisant la vitesse de sa voiture. « Monsieur Antoine ?» La voix féminine à l'autre bout de la ligne semblait hésitante. « C'est Jeanne, la conductrice de taxi d'hier. » Le cœur d'Antoine s'emballa. « Jeanne? Comment avez-vous eu mon numéro? » « L'application permet le contact en cas d'objet perdu, expliqua-t-elle.
Vous avez laissé quelque chose dans ma voiture? Antoine saisit l'opportunité. En fait, oui, une clé USB avec des documents importants. Puis-je vous rencontrer pour la récupérer? Il y eut un moment de silence avant que Jeanne ne réponde. Je travaille maintenant, mais je peux vous rencontrer en fin de journée, au centre commercial Belleville, à 18 h. C'est près de chez moi. Parfait, répondit Antoine, ressentant une adrénaline qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. J'y serai. En raccrochant, il remarqua qu'il n'était qu'à quelques pâtés de maison de l'Institut L'Accueil. Le destin semblait conspirer en sa faveur. Ou peut-être, pensa-t-il avec un frisson, n'était-ce que le début d'un nouveau cauchemar. L'Institut L'Accueil occupait un vieux manoir rénové, avec des murs extérieurs peints dans des tons joyeux de bleu et de jaune. Des dessins d'enfants décoraient les murs, contrastant avec les hautes grilles qui entouraient de la propriété. Un rappel silencieux que même dans les lieux d'espoir, la sécurité était une préoccupation constante. Antoine gara sa voiture et resta quelques minutes à observer l'activité. Des enfants de différents âges jouaient dans la cour sous la supervision de femmes en uniforme blanc. Des rires d'enfants lui parvenaient comme des échos d'un passé qu'il tentait de récupérer. À l'accueil, une dame aux cheveux gris et à l'expression sereine l'accueillit avec un sourire poli. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?»« Bonjour, répondit Antoine, essayant de paraître décontracté. Je m'appelle Antoine Legrand. Je me renseigne sur l'adoption et j'aimerais parler à quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment fonctionne le processus ici. » La femme l'étudia un moment avant de répondre. « Bien sûr, l'assistante sociale, Dr Marie, peut vous recevoir. Avez-vous rendez-vous » Malheureusement non, c'était une décision spontanée. Mais je peux attendre si elle est occupée. Après un bref appel interne, la réceptionniste le conduisit le long d'un couloir décoré de photographies d'enfants souriants. Les cas de réussite de l'Institut, imagina Antoine. Le bureau du docteur Marie était petit, mais accueillant. La femme d'environ 50 ans portait des lunettes à monture colorée et avait l'air de quelqu'un qui avait tout vu dans la vie, mais qui parvenait encore à garder espoir. « Monsieur Legrand, bienvenue, dit-elle, indiquant la chaise en face d'elle. Thérèse m'a dit que vous vous intéressez au processus d'adoption. »« Oui, confirma Antoine, s'asseyant. En fait, j'ai un intérêt spécifique. Je fais des recherches sur un cas qui s'est produit il y a quelques années. Un bébé qui a été laissé ici en mars 2017. L'expression de l'assistante sociale changea subtilement. « Êtes-vous journaliste ?»« Non, non, s'empressa de clarifier Antoine. C'est un intérêt personnel, j'ai perdu mon fils à la même époque. Il a disparu et nous ne l'avons jamais retrouvé. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais cela ne révélait pas non plus ses véritables soupçons. Antoine observa le visage du docteur Marie s'adoucir avec empathie. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur Legrand, mais je ne comprends pas comment cela est lié à un enfant abandonné ici. » Antoine respira profondément. « Docteur Marie, je crois qu'il pourrait y avoir un lien. Mon fils a disparu le même jour où cet enfant a été trouvé. Ce serait une grande coïncidence, ne pensez-vous pas ?» L'assistante sociale ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Legrand, je comprends votre douleur, mais je dois vous avertir que créer des théories basées sur des coïncidences peut seulement prolonger votre souffrance. De plus, les informations concernant nos enfants sont confidentielles. S'il vous plaît, insista Antoine, se penchant en avant. Je n'accuse personne de rien. Je veux juste savoir ce qui est arrivé à cet enfant. Si elle a été adoptée, si elle va bien, peut-être que cela m'aidera à trouver une certaine paix. » Quelque chose dans son ton désespéré sembla toucher l'assistante sociale, qui soupira profondément avant de répondre. « Monsieur Legrand, même si je le voulais, je ne pourrais pas révéler d'informations spécifiques. Ce que je peux dire, c'est que nous avons effectivement eu un enfant laissé ici à cette date. Une petite fille. Et oui, elle avait été adoptée légalement quelques mois plus tard. » Antoine ressentit un mélange de frustration et de soulagement. La confirmation que l'enfant avait existé, que ce n'était pas seulement une théorie conspirationniste née de son esprit tourmenté. La famille adoptive. Ils vivent à Paris ? Monsieur Legrand, la voix du docteur Marie prit un ton d'avertissement. Je ne peux pas fournir cette information. Vous devez comprendre qu'il y a des lois qui protègent à la fois les enfants et les familles adoptives. Antoine acquiesça, comprenant qu'il avait atteint la limite de ce qu'il pourrait obtenir ici. Il se leva, remercia l'assistante sociale pour son temps et laissa sa carte, lui demandant de le contacter si elle se souvenait de tout détail qui pourrait l'aider. En sortant de l'Institut,
Antoine remarqua une vieille dame balayant le trottoir près du portail. Son uniforme indiquait qu'elle était employée de l'orphelinat. Une intuition le poussa à s'approcher d'elle. « Bonjour !» salua-t-il avec un sourire. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» La vieille dame, à la peau ridée par le soleil et aux petits yeux attentifs, s'appuya sur son balai et l'examina avec curiosité. « 25 ans, mon petit. J'ai vu beaucoup d'enfants arriver et partir. Pourquoi ? » « Je m'intéresse à un bébé qui a été laissé ici en mars 2017. Une petite fille. » L'expression de la dame changea, une lueur de reconnaissance passant dans ses yeux. « La petite fille du panier, avec l'ourson, » murmura-t-elle. « Je me souviens d'elle, oui. Une enfant spéciale. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. « Spéciale comment ?» La vieille dame regarda autour d'elle, comme pour vérifier si personne ne les observait. Elle avait un don, cette petite. Même toute petite, elle arrivait à trouver des choses, des objets perdus. C'était comme s'il l'appelait. La dame rit doucement. Les autres employés disaient que c'était mes bêtises, mais j'ai vu. Oh, oui, j'ai vu. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Savez-vous où elle est allée? Qui l'a adoptée? Je ne connais pas de nom, non, répondit la vieille dame, reprenant son balayage. Mais j'ai entendu dire que c'était une femme célibataire. Chauffeur, si je ne me trompe pas. Elle est venue ici plusieurs fois comme bénévole avant l'adoption. Chauffeur, célibataire. Les pièces commençaient à s'assembler d'une manière qui semblait trop improbable pour être une coïncidence. « Merci, dit Antoine, glissant discrètement quelques billets dans la main de la dame. « Vous m'avez beaucoup aidé. » De retour à sa voiture, Antoine vérifia l'heure. Il restait encore plusieurs heures avant le rendez-vous avec Jeanne au centre commercial. Il décida de conduire sans but dans les rues du quartier, essayant d'organiser ses pensées. Si Béa était vraiment la petite fille abandonnée le jour de la disparition de Daniel, quel serait le lien? Et ce prétendu don pour trouver des choses perdues, était-ce simplement l'imagination d'une vieille dame, ou y avait-il quelque chose de plus? Il s'arrêta dans un café pour déjeuner, mais toucha à peine à la nourriture. Son téléphone sonna à nouveau. C'était François, inquiet de son absence à l'entreprise. Antoine le rassura avec des demi-vérités sur son besoin de temps pour régler des affaires personnelles. À 17h30, il se gara au centre commercial Belleville et marcha jusqu'à l'aire de restauration où il avait convenu de rencontrer Jeanne. L'endroit était bondé, comme toujours en fin d'après-midi, avec des employés de magasins profitant de leur pause et des étudiants tuant le temps avant de rentrer chez eux. Antoine choisit une table avec une bonne visibilité et commanda un café. À 18h précises, il aperçut Jeanne entrant dans l'aire de restauration. Elle n'était pas seule. Béa marchait à ses côtés, portant maintenant un uniforme scolaire. Il leva la main, faisant signe discrètement. Jeanne le vit et s'approcha, son expression mêlant prudence et curiosité. Béa, en revanche, sourit en le reconnaissant. « Bonjour, monsieur du taxi !» s'exclama la petite fille, avec une animation qui serra le cœur d'Antoine. « Salut, Béa !» répondit-il, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. « C'est bon de te revoir. » Jeanne semblait tendue, tenant fermement la main de sa fille. « La clé USB que vous avez oubliée, en fait, je n'ai rien trouvé dans le taxi. » Antoine sourit, indiquant les chaises devant lui. « En fait, je n'ai perdu aucune clé USB. Je voulais juste une opportunité de vous parler à nouveau. S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir une collation ?» Jeanne hésita, mais Béa tirait déjà une chaise, enthousiasmée par l'idée d'une collation gratuite. La conductrice finit par céder, s'asseyant avec réticence. « Je ne comprends pas ce que vous voulez de nous, » dit-elle à voix basse, tandis que Béa examinait le menu avec intérêt enfantin. « Je veux mieux connaître votre fille, » répondit honnêtement Antoine. « Elle me rappelle quelqu'un de très spécial que j'ai perdu. » Avant que Jeanne ne puisse répondre, Béa leva les yeux du menu et les fixa sur Antoine avec une intensité surprenante pour une enfant. « Vous avez perdu quelqu'un » demanda-t-elle. « Je peux aider à trouver. Je suis douée pour ça. » Jeanne écarquilla les yeux clairement alarmée. « Béa, ne commence pas avec ça. Nous avons déjà parlé de discuter de ces choses avec des étrangers. »« Mais il n'est pas étranger, maman, » protesta la petite fille. « C'est le monsieur du taxi, et il est triste parce qu'il a perdu quelqu'un. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « Comment sais-tu que je suis triste, Béa ?» La petite fille haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Vos yeux. Ils semblent mouillés à l'intérieur, même quand vous souriez. » Jeanne parut mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Monsieur Antoine, je ne sais pas ce que vous voulez vraiment, mais... »« J'ai un fils, » interrompit Antoine,
décidant de risquer le tout pour le tout. Il a disparu il y a 7 ans, le 17 mars 2017. Le visage de Jeanne pâlit visiblement. La date signifiait clairement quelque chose pour elle. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix presque un murmure, mais je ne vois pas comment nous pourrions aider. »« Puis-je montrer une photo de lui ?» demanda Antoine, sortant déjà son portefeuille. Avant que Jeanne ne puisse protester, il plaça sur la table la photo de Daniel. Béa se pencha pour mieux voir, ses yeux s'écarquillant d'intérêt. « Il a une fossette comme la mienne !» s'exclama-t-elle, touchant son propre visage à l'endroit exact où la marque se formait quand elle souriait. Jeanne se leva brusquement. « Nous devons partir !» annonça-t-elle, tirant Béa par le bras. « Je suis désolée pour votre fils, monsieur Antoine, mais nous n'avons rien à voir avec cela. »« Attendez !» demanda Antoine, se levant aussi. « Je n'accuse personne. Je veux juste comprendre. Béa a été adoptée, n'est-ce pas, de l'Institut L'Accueil. » La question frappa Jeanne comme un coup physique. Elle resta immobile un moment, ses yeux révélant peur et surprise. « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque inaudible au milieu du bruit de l'air de restauration. « J'y suis allée aujourd'hui, » avoua Antoine. « Je sais qu'un bébé a été laissé à l'orphelinat le même jour où mon fils a disparu. Et je sais que ce bébé avait un don spécial pour trouver des choses perdues. » Béa regardait d'un adulte à l'autre, confuse par la tension qui s'était établie. « Maman, que se passe-t-il » Jeanne respira profondément, semblant prendre une décision difficile. « Monsieur Antoine, parlons ailleurs, pas ici avec tant de monde. »« Bien sûr, » acquiesça Antoine, sentant qu'il avait enfin brisé une barrière. « Où suggérez-vous ?»« Je connais un café tranquille près d'ici, » répondit Jeanne, tenant toujours fermement la main de Béa. « Nous pouvons y aller à pied. » Alors qu'il quittait le centre commercial, Antoine sentait qu'il était sur le point de résoudre un mystère qui le tourmentait depuis 7 longues années. Ce qu'il ne savait pas, c'était s'il serait prêt à affronter la vérité qui l'attendait. Le café indiqué par Jeanne était un petit établissement chaleureux, caché dans une rue latérale près du centre commercial. Les murs en briques apparentes, décorés de vieilles photographies de Paris, et l'éclairage tamisé créaient une atmosphère intime qui contrastait avec le brouhaha de l'aire de restauration qu'ils avaient quitté. Ils choisirent une table dans le coin le plus éloigné, où ils pourraient parler sans être dérangés. Béa, occupée avec un milkshake au chocolat, semblait étrangère à la tension palpable entre les adultes. « Comment avez-vous découvert l'adoption » demanda finalement Jeanne, sa voix basse et contrôlée, mais avec un tremblement perceptible. « Je suis allée à l'Institut L'Accueil aujourd'hui, » répondit Antoine, décidant d'être complètement honnête. « Une vieille employée m'a parlé d'un bébé laissé là le même jour où mon fils a disparu. Elle a dit que l'enfant a été adopté par une femme célibataire, chauffeur. » Jeanne ferma les yeux un moment, comme si elle cherchait une force intérieure. « Vous pensez que ma fille a un lien avec la disparition de votre fils ?» Antoine hésita, conscient de comment sa théorie sonnerait. « Je ne sais pas. Mais les coïncidences sont nombreuses. La date, la ressemblance physique, ce don qu'elle semble avoir. »« Don ?» répéta Jeanne, jetant un regard rapide à Béa, qui dessinait distraitement sur la serviette. L'employé a mentionné que le bébé avait une capacité spéciale à trouver des objets perdus, expliqua Antoine. Et Béa vient de proposer de m'aider à trouver quelqu'un que j'ai perdu. Un silence pesant s'installa entre eux. Jeanne prit une gorgée de son café, comme si elle essayait de gagner du temps pour organiser ses pensées. « Monsieur Antoine, je comprends votre douleur, vraiment. Mais je dois protéger ma fille. Qu'attendez-vous exactement de nous ?» La question était directe et justifiée. Que voulait-il? Même Antoine n'en était pas sûr. Une partie de lui espérait trouver un lien miraculeux entre Béa et Daniel, un indice qui le mènerait à son fils perdu. Une autre partie craignait de découvrir une vérité qui pourrait être dévastatrice. « Je veux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, » répondit-il finalement. « 7 ans sans réponse, c'est trop long. Si Béa a ce don, peut-être qu'elle peut aider. » Jeanne semblait sur le point de protester quand Béa, qui apparemment avait prêté attention à la conversation, malgré sa feinte distraction, intervint. « Je peux aider, » dit-elle avec la simplicité directe des enfants. « Je peux retrouver votre garçon perdu. »« Béa, » avertit Jeanne. « Ce n'est pas si simple. »« Si, maman, » insista la petite fille. « Comme quand j'ai retrouvé ton alliance dans le siphon, ou quand j'ai trouvé le portefeuille de tante Sylvie au parc. J'ai juste besoin de quelque chose qui lui appartenait. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Serait-ce possible? Il sortit de sa poche le petit dinosaure vert qui avait appartenu à Daniel
et le posa sur la table. « C'était à mon fils, dit-il. C'était son jouet préféré. » Les yeux de Béa brillèrent d'intérêt. Elle prit le dinosaure avec précaution, comme s'il s'agissait d'une relique précieuse, et l'examina sous tous les angles. Puis, à la surprise des adultes, elle ferma les yeux et serra le jouet entre ses petites mains. L'expression de Béa changea subtilement, son front plissé en concentration, ses lèvres bougeant silencieusement. Elle semblait être dans une sorte de transe. Jeanne et Antoine échangèrent des regards stupéfaits. Après presque une minute, la petite fille ouvrit les yeux. « Et il y a un carnet, » dit-elle avec conviction. « Un carnet bleu avec des étoiles argentées. Il est avec une femme qui pleure beaucoup quand elle le regarde. » Antoine sentit son sang se glacer dans ses veines. « Un carnet bleu avec des étoiles. »« Oui, » confirma Béa. « Il y a des dessins à l'intérieur et des lettres écrites par quelqu'un de petit. Daniel avait un journal de ce type. Antoine le lui avait donné quand le garçon avait commencé à apprendre à écrire, l'encourageant à enregistrer ses pensées et ses dessins. Mais le journal n'était pas dans la chambre quand ils avaient fouillé la maison après la disparition. Antoine avait toujours supposé que son fils l'avait emporté avec lui ce jour fatidique. « Sais-tu qui est cette femme ? Où est-elle » demanda-t-il, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Béa fronça les sourcils, comme si elle essayait de visualiser quelque chose de difficile. « Je ne connais pas son nom, mais elle a les cheveux roux et porte un collier avec une pierre verte. » Antoine sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Hélène, murmura-t-il. « Qui est Hélène » demanda Jeanne. « La meilleure amie de mon ex-femme. Elle avait les cheveux teints en rouge et portait toujours un collier de jade qu'elle avait rapporté d'un voyage en Chine. » Antoine secoua la tête, abasourdi. « Mais je ne l'ai pas vue depuis le divorce, peu après la disparition de Daniel. »« Vous pensez que cette femme pourrait avoir des informations sur votre fils ?» demanda Jeanne, sa méfiance initiale cédant la place à une curiosité prudente. « Je ne sais pas. Hélène a toujours été très proche de la famille. Elle a pris le parti de Caroline lors du divorce, ce qui est compréhensible. Elles étaient amies depuis la faculté. » Antoine fit une pause, réfléchissant. « Mais pourquoi aurait-elle le journal de Daniel? Et pourquoi pleurerait-elle en le regardant ?» Béa, qui était retournée à son dessin sur la serviette, leva les yeux. « La femme est triste parce qu'elle garde un secret. Le carnet contient le secret. » Jeanne lança un regard inquiet à sa fille. « Béa, comment sais-tu ces choses ?» La petite fille haussa les épaules, avec la simplicité déconcertante des enfants. « Je sais, c'est tout. Quand je touche les choses, elles me racontent des histoires. » Antoine savait qu'il devait trouver Hélène immédiatement. Mais 7 ans s'étaient écoulés. Où serait-elle maintenant? Son dernier contact avec son ex-épouse remontait à plus de 5 ans, lorsqu'ils avaient finalisé le partage des biens après un divorce amer marqué par la culpabilité et les accusations mutuelles concernant la disparition de leur fils. « Je dois trouver cette femme, dit-il, plus pour lui-même que pour Jeanne. Je dois voir ce journal. »« Vous savez où elle habite ?» demanda Jeanne. « Non, mais je peux le découvrir. » Antoine sortit son téléphone de sa poche et composa le numéro de son détective privé, le même qu'il avait engagé des années auparavant pour rechercher Daniel. Après une brève conversation, il raccrocha avec une expression déterminée. « Il va localiser Hélène pour moi. » Jeanne semblait partagée entre la méfiance et la curiosité. « Monsieur Antoine, tout cela est très étrange. Et si ce n'était qu'une coïncidence? Béa a toujours eu cette sensibilité depuis qu'elle est petite. Mais cela ne signifie pas qu'elle ait quelque chose à voir avec votre fils. » « Je sais, » acquiesça Antoine, « mais je dois suivre cette piste. C'est la première depuis des années qui semble mener quelque part. » Il regarda Béa, qui jouait maintenant tranquillement avec le dinosaure vert, le faisant marcher sur la table. La scène ressemblait tellement au jeu de Daniel qu'Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « Puis-je vous demander quelque chose ?» demanda-t-il à Jeanne. « J'aimerais vous revoir, après avoir parlé à Hélène. Je promets de ne pas perturber vos vies, mais c'est trop important pour moi. » Jeanne observa sa fille pendant un long moment avant de répondre. « J'y réfléchirai, mais je veux être clair. La sécurité et le bien-être de Béa sont ma priorité absolue. Si à un moment je sens que cela l'affecte négativement, c'est terminé. »« Je comprends parfaitement, » assura Antoine. « Et je vous remercie de m'avoir fait confiance jusqu'ici. » Ils échangèrent leurs numéros de téléphone et Antoine promit de prendre contact dès qu'il aurait des nouvelles d'Hélène. En se séparant à la porte du café, Béa le surprit avec une étreinte spontanée. « Je vais vous aider à retrouver votre garçon, » promit-elle avec un sérieux enfantin.
J'ai juste besoin de plus de temps pour écouter ce que le dinosaure veut me dire. Antoine déglutit, trop ému pour répondre. Il se contenta d'acquiescer, observant Jeanne et Béa s'éloigner main dans la main sur le trottoir animé. De retour à son appartement, Antoine put à peine dormir. Son esprit bouillonnait de possibilités. Que serait Hélène? Pourquoi aurait-elle le journal de Daniel? Et comment expliquer le don extraordinaire de Béa? À 7 heures du matin, son téléphone sonna. C'était Richard, le détective. « J'ai l'adresse d'Hélène Basset », informa-t-il sans préambule. « Elle habite à Montmartre maintenant, dans une résidence rue des Abbesses. Elle travaille comme professeure d'université à la Sorbonne. »« Excellent travail », remercia Antoine, notant l'adresse. Des informations supplémentaires qui pourraient être utiles? Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Eh bien, elle s'est remariée il y a environ 3 ans et elle a une fille adoptive, une petite fille d'environ 10 ans. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Hélène avait adopté un enfant. Était-ce une coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus dans cette histoire? Merci Richard, je vais vérifier personnellement. Il prit une douche rapide, s'habilla et conduisit jusqu'à Montmartre, un quartier bohème dans le nord de Paris. La résidence où habitait Hélène était élégante, mais discrète. Un immeuble de 10 étages avec une façade contemporaine. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit, se sentant comme aux anciens temps d'enquête sur la disparition de Daniel. Après presque 1 heure, il vit une femme aux cheveux roux sortir de l'immeuble. C'était Hélène, sans aucun doute. Elle portait toujours le collier de jade, exactement comme Béa l'avait décrit. Antoine sortit de la voiture et traversa la rue, appelant son nom. Hélène se retourna, et l'expression sur son visage en le reconnaissant fut de pur choc. « Antoine !» s'exclama-t-elle, sa voix mêlant surprise et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. « Que fais-tu ici ?»« Nous devons parler, Hélène, » dit-il sans détour, « à propos de Daniel et d'un carnet bleu avec des étoiles argentées. » Le visage d'Hélène pâlit visiblement. Ses yeux, écarquillés de surprise, se remplirent de larmes. « Comment tu... » commença-t-elle, mais ne put terminer sa phrase. Ses mains tremblaient quand elle les porta à son visage. « Après tant de temps, comment as-tu su ?»« Alors c'est vrai, » insista Antoine. « Tu as son journal. » Hélène regarda autour d'elle, comme si elle craignait d'être observée. « Nous ne pouvons pas parler ici, » murmura-t-elle. « Viens dans mon appartement. » Tandis qu'il la suivait à l'intérieur de l'immeuble, Antoine sentit qu'il était plus proche de la vérité qu'il ne l'avait jamais été au cours des 7 dernières années. Mais quelque chose en lui l'avertissait. La vérité n'est pas toujours ce que nous espérons, et certaines révélations peuvent ouvrir des blessures encore plus profondes que le mystère qu'elle tente de résoudre. L'appartement d'Hélène reflétait sa personnalité, organisé, élégant et avec des touches artistiques dans chaque coin. Des tableaux abstraits décoraient les murs blancs, et de petites sculptures occupaient des niches stratégiquement disposées dans le vaste salon. C'était le foyer de quelqu'un au goût raffiné et à la vie apparemment tranquille. « Assieds-toi » indiqua-t-elle le canapé gris clair tout en posant son sac sur une table latérale. « Tu veux un café? Ou quelque chose de plus fort peut-être ?»« Seulement des réponses, Hélène, » répondit Antoine, restant debout. « Comment as-tu le journal de Daniel? Et pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit à ce sujet ?» Hélène soupira profondément, comme si elle se rendait finalement à un poids qu'elle portait depuis longtemps. Elle marcha vers une bibliothèque et, après avoir retiré quelques volumes, sortit une petite boîte cachée au fond. Elle en extrait un carnet exactement comme Béa l'avait décrit, bleu avec des étoiles argentées sur la couverture. « J'étais avec Caroline ce jour-là », commença Hélène, sa voix presque un murmure. « Quand tout est arrivé. » Antoine sentit son sang se glacer dans ses veines. Caroline, son ex-femme, avait toujours affirmé être dans un spa ce dimanche fatidique. C'était pour cette raison que Daniel était seul avec lui dans la résidence. « De quoi parles-tu » Caroline était en voyage. Hélène secoua lentement la tête. « Non, Antoine, elle était avec moi. Nous sommes venus à ta résidence cet après-midi-là. Elle voulait prendre certaines de tes affaires. Des documents, je crois. » La révélation frappa Antoine comme un coup physique. Il chancela légèrement avant de finalement s'asseoir, essayant de traiter l'information. « Vous êtes venus à la résidence? Vous avez vu Daniel ?» Hélène lui tendit le journal, ses mains tremblantes. « Peut-être vaut-il mieux que tu lises. Dans la dernière entrée, le jour où il a disparu. » Le cœur battant, Antoine ouvrit le journal.
Les pages étaient remplies de l'écriture enfantine de Daniel, alternant avec des dessins colorés de dinosaures, de super-héros et de scènes de la vie familiale quotidienne. Il tourna les pages jusqu'à la dernière entrée, datée du 17 mars 2017. « Aujourd'hui, papa est triste encore », commençait le texte, en lettres grandes et irrégulières. Il regarde son téléphone et parle avec maman au téléphone. Ils se disputent beaucoup. Je voudrais qu'ils arrêtent de se disputer. Antoine sentit un nœud dans sa gorge en se souvenant des discussions interminables avec Caroline dans les mois qui avaient précédé la séparation officielle. Il continua à lire. « Papa a dit qu'on irait au parc après le déjeuner. Je veux emporter mon dinosaure vert, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais chercher. » L'entrée suivante était encore plus révélatrice. « J'ai vu maman aujourd'hui. Elle est venue avec tante Hélène quand papa était au téléphone. Maman m'a dit de rester tranquille, que c'était une surprise. » Elle avait une petite valise et a pris des papiers dans le bureau de papa. Tante Hélène regardait par la fenêtre tout le temps. Maman a dit que bientôt on vivrait ensemble, à nouveau, juste nous deux, dans une grande maison avec piscine. Elle va m'emmener la voir aujourd'hui. Je suis tellement content que je vais dessiner notre nouvelle maison. Après le texte, il y avait un dessin enfantin d'une maison avec piscine et 2 figures en bâton, représentant clairement Daniel et Caroline. La page suivante était vierge. Antoine leva les yeux étourdi. Caroline a emmené Daniel ce jour-là? Pendant que je répondais à un appel professionnel, Hélène acquiesça lentement, des larmes coulant sur son visage. Elle était obsessionnelle, convaincue que tu lui prendrais la garde lors de votre séparation. Elle a tout planifié pendant des semaines. Elle a obtenu des documents qui, selon elle, prouveraient que tu étais négligent avec Daniel. Et tu l'as aidé, constata Antoine, sa voix rauque d'émotion contenue. Tu as aidé à éloigner mon fils de moi. Je ne savais pas exactement ce qu'elle prévoyait, se défendit Hélène, bien que son ton trahît la culpabilité qu'elle portait. Je pensais qu'elle voulait seulement les documents. Mais quand nous sommes retournés à la voiture, Daniel était avec elle. Il semblait si heureux, Antoine. Il pensait que c'était une aventure, une surprise. « Où êtes-vous allé » exigea Antoine, se levant soudainement. « Où est mon fils, Hélène ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle, son corps tremblant visiblement. « Je te jure que je ne sais pas. Caroline m'a déposé chez moi après. Elle a dit qu'elle avait un plan, qu'elle irait loin avec Daniel où tu ne les retrouverais jamais. Et tu n'as pas pensé que tu devrais me le dire. » La voix d'Antoine s'éleva, chargée de 7 ans de douleur réprimée. « Mon Dieu, Hélène, vous avez détruit ma vie. » J'ai essayé de la convaincre d'abandonner, sanglota Hélène. Dans les jours qui ont suivi, quand la police a commencé à enquêter, je l'ai appelée des dizaines de fois, mais le numéro n'existait plus. Elle avait simplement disparu. Et le journal? Comment l'as-tu eu? Hélène sécha ses larmes du dos de ses mains. Daniel l'a laissé dans ma voiture. Il est probablement tombé du sac à dos que Caroline avait préparé pour lui. Quand je l'ai trouvé, il était déjà trop tard. J'ai essayé de le rendre, mais je n'ai pas pu contacter Caroline. Et puis est venue la nouvelle. « Quelle nouvelle ?» demanda Antoine, bien qu'une crainte se formât déjà en lui. « Caroline a eu un accident, Antoine. 1 mois après la disparition, sur la route de Lyon, la voiture est tombée dans un ravin. Ils n'ont retrouvé que son corps. L'impact de la révélation fut comme un abîme s'ouvrant sous les pieds d'Antoine. Caroline était morte? Et Daniel? Mon fils était dans la voiture? Demanda-t-il, sa voix presque inaudible. Hélène hésita avant de répondre. Ils n'ont pas trouvé d'autres victimes, ni de traces qu'il y avait un enfant. Mais la force de l'impact, la voiture était complètement détruite. Antoine couvrit son visage de ses mains, incapable de traiter cette avalanche d'informations. Toutes ces années à chercher, enquêter, suivre de fausses pistes. Et la vérité était celle-ci. Daniel avait été emmené par sa propre mère qui avait ensuite subi un accident mortel. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout cela avant ?» demanda-t-il finalement, sa voix se brisant. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'obscurité pendant 7 ans, Hélène ?»« La peur, » admit-elle, sans essayer de se justifier. « Peur d'être considérée comme complice. Peur que tu ne me pardonnes jamais. Et puis j'ai appris l'accident et j'ai pensé que ce serait encore plus cruel de te le dire. Quelle différence cela aurait-il fait? J'ai pensé, elle hésita, j'ai pensé que tu devais aller de l'avant. Aller de l'avant sans savoir ce qui est arrivé à mon fils? Antoine secoua la tête, incrédule. Tu n'avais pas ce droit, Hélène. Personne ne l'avait. Un silence pesant s'installa entre eux, rompu seulement par le tic-tac d'une vieille horloge au mur. Où a eu lieu l'accident?
demanda finalement Antoine. « J'ai besoin de tous les détails. » Hélène se leva et alla vers un meuble ancien dans le coin du salon. D'un tiroir, elle sortit un dossier jauni. « J'ai tout gardé. Des coupures de journaux, le rapport de police auquel j'ai pu accéder. Tout est ici. » En feuilletant les documents, Antoine remarqua quelque chose de curieux. Il est écrit ici que la voiture était une Renault Clio argentée. Caroline conduisait une Peugeot bleue. Hélène fronça les sourcils. Peut-être a-t-elle changé de voiture pour ne pas être tracée? Ou peut-être que ce n'était même pas elle dans l'accident, murmura Antoine, une nouvelle théorie se formant dans son esprit. Y a-t-il une photo du corps? Une identification officielle? Seulement des documents trouvés dans la voiture, admit Hélène. Le corps était méconnaissable selon le rapport. Une étincelle d'espoir, douloureuse et dangereuse, s'alluma dans la poitrine d'Antoine. Et si ce n'était pas Caroline? Et si elle et Daniel étaient encore en vie quelque part? Je dois vérifier cela, dit-il, gardant les documents et le journal. Et je dois parler à quelqu'un. Il se leva, prêt à partir, quand la porte de l'appartement s'ouvrit. Un homme d'environ 50 ans entra, accompagné d'une petite fille d'une dizaine d'années. « Hélène, nous sommes rentrés », commença l'homme, s'interrompant en voyant Antoine. « Oh, pardon, je ne savais pas que nous avions de la visite. » Hélène se leva précipitamment, visiblement nerveuse. « René, voici Antoine Legrand, un ancien ami. Antoine, mon mari, René, et ma fille, Louise. » René plissa les yeux, reconnaissant le nom. « Antoine Legrand? Le père du garçon qui a disparu ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la petite fille, Louise, le regarda intensément et dit « Vous êtes le père de Daniel. » Le sang d'Antoine se glaça. « Tu connais Daniel ?» Hélène intervint rapidement. « Louise, pourquoi ne vas-tu pas dans ta chambre faire tes devoirs? René, peux-tu l'aider? Je dois terminer une conversation avec Antoine. » À contre-cœur, René emmena sa fille dans une autre pièce, non sans lancer un regard méfiant à Antoine. « Comment ta fille connaît-elle le nom de mon fils ?» exigea Antoine, dès qu'ils furent à nouveau seuls. Hélène passa ses mains dans ses cheveux clairement perturbés. « Louise, elle a été adoptée il y a 3 ans, d'un orphelinat à Lyon. »« Lyon ?» répéta Antoine, sentant les pièces s'assembler. « Là où Caroline se rendait quand elle a prétendument eu cet accident. »« C'est une coïncidence, Antoine », s'empressa de dire Hélène. « Rien de plus. Louise a dû entendre parler de Daniel à travers moi. Parfois je parle en dormant, selon René. Mais Antoine n'était pas convaincu. Je veux lui parler. »« Non », refusa fermement Hélène. « J'ai déjà causé suffisamment de dégâts dans cette histoire. Je ne te laisserai pas perturber ma fille avec des théories conspirationnistes. » Antoine était sur le point d'insister quand son téléphone sonna. C'était Jeanne. « Monsieur Antoine, Béa insiste pour vous parler. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à vous dire à propos du journal. » Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Comment Béa pouvait-elle savoir qu'il avait trouvé le journal? « Je viens vous retrouver maintenant, » répondit-il. « Où êtes-vous? » « À la maison, je peux vous envoyer l'adresse par message. » En raccrochant, Antoine fixa Hélène avec une détermination renouvelée. « Ce n'est pas fini. Je reviendrai parler à Louise. Elle pourrait avoir des informations importantes. »« Que se passe-t-il, Antoine ?» demanda Hélène, confuse. « On dirait que tu as trouvé une nouvelle piste. »« J'ai peut-être trouvé plus qu'une piste, » répondit-il énigmatiquement. « J'ai peut-être trouvé quelqu'un qui peut réellement m'aider à découvrir ce qui est arrivé à Daniel. » Tandis qu'il conduisait vers l'adresse envoyée par Jeanne, à Belleville, Antoine tentait d'organiser les nouvelles informations. Caroline avait emmené Daniel ce jour-là. Elle prévoyait de s'enfuir avec lui. 1 mois plus tard, une voiture contenant ses documents avait subi un accident mortel, mais le corps était méconnaissable et il n'y avait aucun signe de Daniel. Et maintenant, 7 ans plus tard, Antoine avait trouvé une petite fille aux capacités inexplicables, abandonnée dans un orphelinat le même jour de la disparition, et une autre enfant, adoptée d'un orphelinat à Lyon, qui apparemment connaissait son fils. Que signifiait tout cela? Devenait-il fou voyant des connexions là où il n'y en avait pas? Ou était-il enfin proche de découvrir la vérité sur la disparition de Daniel? En arrivant au modeste appartement de Jeanne dans un ensemble résidentiel à Belleville, Antoine avait plus de questions que de réponses. Mais une chose était certaine, il ne s'arrêterait pas jusqu'à ce qu'il découvre ce qui était arrivé à son fils, peu importe combien la vérité pourrait être douloureuse. La résidence où Jeanne vivait avec Béa était un complexe d'immeubles populaires dans le quartier de Belleville. Bien que modeste, l'endroit était bien entretenu,
avec de petits jardins entre les bâtiments et des enfants jouant dans les espaces communs malgré l'heure vespérale d'un jour de semaine. Antoine se gara et, suivant les instructions reçues par message, se dirigea vers le bloc 7, appartement 302. Il monta les escaliers, le cœur battant, le journal de Daniel bien rangé dans la poche intérieure de sa veste, avec les documents fournis par Hélène. Jeanne ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle l'observait par la fenêtre. Son expression mêlait inquiétude et résignation. « Entrez », dit-elle simplement, s'écartant. Béa n'a pas arrêté de parler du carnet depuis son réveil. Elle disait qu'elle devait voir ce qui y était écrit. L'appartement était petit, mais accueillant. Des meubles simples, certains visiblement d'occasion, mais tout impeccablement propre et organisé. Au mur, des dessins d'enfants encadrés avec amour, œuvre de Béa, présuma Antoine. La petite fille était assise sur le tapis du salon, entourée de crayons de couleur et de feuilles de papier. En voyant Antoine, ses yeux s'illuminèrent. « Vous avez trouvé le carnet !» s'exclama-t-elle, se levant d'un bond. « Je peux voir ?» L'intuition de Béa déconcerta Antoine une fois de plus. Comment pouvait-elle savoir qu'il avait vraiment trouvé le journal? « Oui, je l'ai trouvé », confirma-t-il, sortant le cahier bleu de sa poche. Il était chez une amie de la famille. Béa tendit les mains, impatiente. Antoine hésita, regardant Jeanne comme pour demander permission. « Béa, te souviens-tu de ce dont nous avons parlé ?» intervint Jeanne, s'agenouillant à côté de sa fille. À propos du respect des affaires des autres, la petite fille acquiesça, retirant ses mains. « Pardon, puis-je, s'il vous plaît, voir le carnet ?» Antoine le remit à Béa, observant attentivement sa réaction. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle passa ses petits doigts sur la couverture avec les étoiles, fermant les yeux comme elle l'avait fait avec le dinosaure au café. « Il était triste quand il écrivait ici, » murmura-t-elle. Triste et confus. Il ne comprenait pas pourquoi les adultes se disputaient tant. Jeanne lança un regard inquiet à Antoine qui restait immobile, respirant à peine. Béa ouvrit finalement le journal, feuilletant lentement les pages. Elle s'arrêta à la dernière entrée, celle qu'Antoine venait de lire chez Hélène. Ses yeux parcoururent les mots et le dessin de la maison avec piscine. « Il n'y est jamais arrivé », dit-elle soudainement, sa voix enfantine acquérant une gravité troublante. « La grande maison. Quelque chose s'est passé en chemin. »« Que s'est-il passé, Béa ?» demanda Antoine, incapable de contenir son anxiété. « Tu peux voir ?» La petite fille fronça les sourcils, concentrée. « Il y a de l'eau, beaucoup d'eau, et un bruit fort. »« Un accident ?» suggéra Antoine, pensant au prétendu accident de Caroline. Béa secoua la tête. « Je ne sais pas expliquer, mais il y a autre chose. Un autre enfant. Une petite fille. » Jeanne intervint, visiblement mal à l'aise. « Antoine, je ne suis pas sûr que nous devrions continuer ainsi. Béa a toujours eu cette sensibilité, mais je ne l'ai jamais forcée à l'utiliser de cette façon. Je ne sais pas quel effet cela peut avoir sur elle. » Antoine comprit la préoccupation de la mère, mais il était maintenant si proche de possibles réponses qu'il ne pouvait pas reculer. « Juste un peu plus, » demanda-t-il. « Béa, tu as dit qu'il y a un autre enfant. Peux-tu me dire quelque chose à son sujet ?» La petite fille ferma les yeux à nouveau, ses mains toujours sur le journal. Elle était seule, sans mère, sans père, triste. Puis elle est restée avec la femme aux cheveux roux. « Hélène ?» murmura Antoine, se souvenant de la fille adoptive de son ancienne amie. « Louise ?» Béa ouvrit soudainement les yeux. « Oui, Louise. Elle connaît le garçon du carnet. Ils étaient ensemble. » Le cœur d'Antoine fit un bond. C'était la confirmation dont il avait besoin. Il existait un lien réel entre Daniel et la fille adoptive d'Hélène. « Jeanne, » dit-il, se tournant vers la conductrice avec intensité, « j'ai besoin que vous me disiez toute la vérité sur Béa. Comment exactement l'avez-vous adoptée ?» Jeanne sembla déglutir difficilement, son regard alternant entre Antoine et sa fille. « Béa, ma chérie, peux-tu aller dans ta chambre un petit moment? Je dois parler avec monsieur Antoine. »« Mais maman, je veux aider à retrouver le garçon, » protesta Béa. « Et tu as déjà beaucoup aidé, » assura Jeanne. « Maintenant, les adultes doivent parler. » À contre-cœur, Béa rendit le journal à Antoine et alla dans sa chambre, non sans jeter un regard curieux par-dessus son épaule. Quand ils entendirent la porte de la chambre se fermer, Jeanne soupira profondément. « Ce n'était pas une adoption normale, » avoua-t-elle finalement, s'asseyant sur le canapé et indiquant à Antoine de faire de même. « J'ai connu Béa grâce à une amie qui travaillait à l'Institut L'Accueil. Elle m'a parlé d'un bébé récemment arrivé qui avait quelque chose de différent. »
Le don, compléta Antoine. Oui, confirma Jeanne. Même si petite, elle démontrait une sensibilité inhabituelle. Elle pouvait trouver des objets perdus dans l'orphelinat, comme si elle les appelait à elle. Elle fit une pause comme si elle choisissait ses mots. J'ai commencé à visiter l'institut régulièrement, comme bénévole. Je suis tombée amoureuse de Béa. Je voulais l'adopter légalement. Mais le processus était long, compliqué. Et moi, une femme célibataire, chauffeur de taxi, je n'étais pas exactement le profil préféré pour l'adoption. Alors vous l'avez prise illégalement, conclut Antoine, sans jugement dans la voix. Pas exactement, se défendit Jeanne. Une femme est apparue à l'institut un jour. Élégante, bien habillée. Elle a dit qu'elle était représentante d'une ONG internationale qui facilitait les adoptions. Elle a offert d'aider à accélérer le processus. J'étais méfiante mais désespérée d'avoir Béa avec moi. Elle soupira. J'ai payé une somme importante, toutes mes économies. J'ai reçu des documents qui semblaient officiels et une semaine plus tard, Béa était avec moi. Légalement, ma fille, selon ses papiers. Vous souvenez-vous du nom de cette femme ? Demanda Antoine, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Caroline, répondit Jeanne, confirmant ses soupçons. Caroline Moreau. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Caroline Moreau, le nom de jeune fille de son ex-femme avant d'adopter le nom Legrand lors du mariage. Cette femme, vous la reconnaîtriez sur une photo. Jeanne acquiesça. Je pense que oui. Elle avait des yeux marrons très expressifs, cheveux châtain clair, à hauteur des épaules, élégante, mais avec un air nerveux. Elle se mordait la lèvre quand elle parlait. Antoine sortit son portefeuille et en extrait une vieille photo, lui et Caroline lors de leur lune de miel, 7 ans avant la disparition de Daniel. « Est-ce elle ?» demanda-t-il, montrant l'image. Jeanne examina la photo pendant de longues secondes, son visage pâlissant progressivement. « Oui, c'est elle. Plus âgée à l'époque, mais définitivement la même personne. » Elle leva les yeux, alarmée. « Qui est cette femme, Antoine ?»« Mon ex-femme, répondit-il, sa voix tremblante. »« La mère de Daniel. » Un silence pesant tomba sur le salon, tandis que tous deux traitaient l'implication de cette révélation. Caroline n'avait pas seulement emmené Daniel ce jour-là, elle était également impliquée dans l'adoption irrégulière de Béa. « Mais cela n'a pas de sens, balbutia Jeanne. Pourquoi faciliterait-elle l'adoption d'un enfant abandonné pendant qu'elle emmenait son propre fils au loin? Antoine compléta, les pièces s'assemblant enfin dans son esprit. À moins qu'elle ne facilitait pas une adoption, à moins qu'elle ne créait une diversion. Comment ça? Réfléchissez, Jeanne. Un enfant disparaît, un garçon de 5 ans. Le même jour, un bébé est trouvé dans un orphelinat. La police enquête sur la disparition du garçon, tandis que le bébé est dirigé vers l'adoption. Personne ne fait le lien. Vous suggérez que Caroline a utilisé Béa comme un écran de fumée pour la disparition de Daniel? Exactement, acquiesça Antoine, la théorie prenant force dans son esprit. Elle n'a pas eu d'accident un mois plus tard. C'était une autre diversion pour arrêter les recherches. Les documents dans la voiture, le corps méconnaissable, tout faisait partie du plan. Mais pourquoi? Demanda Jeanne, visiblement troublée. Pourquoi tant d'efforts pour disparaître avec son propre fils? Par peur, répondit Antoine, se rappelant les paroles d'Hélène. Peur de perdre sa garde lors du divorce. Il fit une pause, réfléchissant. Mais il manque encore une pièce dans ce puzzle. Louise, la fille adoptive d'Hélène. Béa a dit qu'elle connaît Daniel, qu'ils étaient ensemble. Vous pensez que cette Louise pourrait savoir où est votre fils maintenant? Peut-être, répondit Antoine, se levant avec une détermination renouvelée. Et je dois le découvrir. À ce moment, la sonnette retentit, les faisant sursauter tous les deux. Jeanne alla à la porte et regarda par le judas. « C'est un homme ?» dit-elle, se tournant vers Antoine avec une expression confuse. « Il dit qu'il s'appelle François Mercier et qu'il vous cherche. »« François ?» Antoine fronça les sourcils, surpris. « Mon associé ? Comment saurait-il que je suis ici ?»« J'ai tracé votre téléphone, » répondit François dès que la porte fut ouverte, entrant sans attendre d'invitation. « Nous devons parler, Antoine. C'est urgent. » François semblait nerveux, ses vêtements habituellement impeccables, légèrement froissés, comme s'il s'était habillé à la hâte. « Que se passe-t-il » demanda Antoine, intrigué par l'apparition soudaine de son ami. « Hélène m'a appelé » expliqua François, lançant un regard méfiant à Jeanne. « Elle m'a parlé de votre visite, du journal. Elle a dit que vous poursuiviez des théories folles à nouveau. »« Ce ne sont pas des théories folles, François, » rétorqua Antoine. « J'ai trouvé des preuves concrètes. Caroline a emmené Daniel ce jour-là.
Elle a simulé son propre accident, et d'une manière ou d'une autre, elle est liée à l'adoption de Béa, ajouta-t-il, indiquant Jeanne d'un geste. François passa la main dans ses cheveux grisonnants, visiblement tendus. « Antoine, vous devez arrêter ça. Vous perturbez la vie de personnes innocentes avec vos obsessions. »« Innocentes ?» répéta Antoine, sa voix s'élevant. « Hélène a caché la vérité pendant 7 ans. Et maintenant je découvre que Caroline a facilité une adoption illégale le même jour où Daniel a disparu. C'est de la folie, insista François, mais il y avait quelque chose dans son ton, une hésitation presque imperceptible qui alerta Antoine. « Tu savais ?» constata-t-il, observant attentivement la réaction de son associé. « Tout ce temps, tu savais quelque chose. » François pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Toi et Caroline avez toujours été proches, » continua Antoine, les pièces s'assemblant tandis qu'il parlait. Même avant la disparition de Daniel, toujours à la défendre, toujours à prendre son parti dans les discussions. « Nous étions amis, c'est tout, » se défendit François, mais sa voix tremblait légèrement. « Plus qu'amis, » insista Antoine. « Amants peut-être? C'est ça, n'est-ce pas? Toi et Caroline aviez une liaison. » François ne répondit pas, mais son silence fut plus révélateur que toute confession. « Tu l'as aidé, » continua Antoine, la colère grandissant dans sa poitrine. « Tu l'as aidé à disparaître avec mon fils. »« Ce n'était pas comme ça, » répondit finalement François, sa voix presque un murmure. « Je ne connaissais pas son plan. Je l'ai su seulement après que c'était déjà arrivé. » Jeanne, qui observait la scène avec un malaise croissant, intervint. « Je pense que nous devrions appeler la police. »« Non !» s'exclama François rapidement. « N'impliquez pas les autorités. Personne ne bénéficiera de cela maintenant. »« Où est mon fils, François ?» demanda Antoine, avançant d'un pas vers son associé. « Où Caroline l'a-t-elle emmené ?» François respira profondément, comme s'il se rendait finalement. « À Lyon, initialement. Elle avait une maison là-bas, achetée au nom d'une société écran que j'ai aidé à créer. Elle prévoyait d'y rester seulement temporairement, puis de partir à l'étranger. Mais il y a eu l'accident, dit Antoine. Il n'y a jamais eu d'accident, confessa François. Caroline a payé une femme sans abri pour utiliser ses papiers et conduire la voiture. Elle lui a donné de l'argent pour recommencer sa vie ailleurs, mais la femme a vraiment eu un accident. Ce n'était pas prévu, mais Caroline a saisi l'opportunité pour simuler sa propre mort. La cruauté du plan frappa Antoine comme un coup physique. Caroline avait indirectement causé la mort d'une innocente, juste pour maintenir sa supercherie. « Et Daniel ?» insista-t-il. « Qu'est-il arrivé à mon fils ?» François hésita à nouveau. Caroline l'a emmené hors du pays, au Portugal, je crois. Elle avait de la famille éloignée là-bas. « Tu mens !» intervint soudainement une voix enfantine. Béa se tenait à la porte de sa chambre, les yeux fixés sur François. « L'homme ment. »« Béa, retourne dans ta chambre, » demanda Jeanne, mais la petite fille ne bougea pas. « Il sait où est le garçon du carnet, » continua Béa, avançant dans le salon. « Il a aidé la dame à le cacher. Et il connaît aussi l'autre fille, Louise. » François pâlit encore plus, son regard fixé sur Béa comme s'il voyait un fantôme. « Comment sait-elle cela? »« Où est mon fils, François ?» répéta Antoine, sa voix maintenant dangereusement calme. « Cette fois, je veux la vérité. » Acculé, François laissa finalement ses épaules s'affaisser en signe de défaite. « Il n'a jamais quitté la France, avoua-t-il. Caroline l'a gardé à Lyon un moment, mais elle a réalisé qu'il serait facilement reconnu. Alors, il hésita, comme s'il craignait de continuer. « Alors quoi ?» insista Antoine. « Alors elle l'a emmené dans une ferme isolée dans la campagne près de Lyon, une propriété que j'ai achetée au nom d'une société offshore où personne ne les trouverait. »« Il y est encore ?» demanda Antoine, osant à peine respirer. François secoua la tête. « Non. Caroline a développé une maladie dégénérative il y a 3 ans. Elle savait qu'elle n'aurait pas beaucoup de temps. C'est à ce moment qu'elle a décidé d'emmener Daniel dans un endroit où il serait pris en charge après son départ. »« Quel endroit ?» exigea Antoine, saisissant François par les épaules. « Où est mon fils ?»« Un pensionnat, » répondit finalement François, « près de Lyon. Elle l'a inscrit sous un autre nom, Moreau, son nom de jeune fille, Daniel Moreau. » Antoine sentit ses jambes faiblir. Son fils était vivant. Après 7 ans d'angoisse, d'incertitude et de faux espoirs, Daniel était vivant dans un pensionnat près de Lyon. « Nous y allons maintenant, » décida-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion qui le dominait. « Tu vas m'y conduire, François. » L'associé acquiesça lentement, la résignation évidente sur son visage. «
Il ne se souvient pas beaucoup de toi, Antoine. Caroline, elle lui a raconté des histoires. Elle a dit que tu les avais abandonnés. La douleur de cette révélation était presque insupportable, mais Antoine resta ferme. Peu importe. Je vais reconquérir mon fils. Peu importe le temps que ça prendra. Tandis qu'il se préparait à partir, Béa s'approcha d'Antoine et prit sa main. « Il se souviendra », dit-elle avec une conviction enfantine. « Quand il verra vos yeux, il se rappellera qu'ils sont comme les siens. » Antoine s'agenouilla, se mettant à la hauteur de la petite fille. « Merci, Béa. Tu es vraiment spéciale. »« Je sais, » répondit-elle avec la simplicité typique des enfants. « C'est pour ça que j'ai pu retrouver votre garçon perdu. » Antoine sourit, ému, et se tourna vers Jeanne. « J'aimerais que vous veniez avec nous, si ce n'est pas trop demandé. » Jeanne hésita seulement un moment avant d'acquiescer. « Nous allons préparer un petit sac. Je pense que ma fille et votre fils ont besoin de se rencontrer correctement. » Pendant que Jeanne et Béa se préparaient pour ce voyage inattendu, Antoine confronta François une fois de plus. « Et Louise, comment s'inscrit-elle dans cette histoire ?» Béa a dit qu'elle connaît Daniel. François soupira. Louise était dans le même orphelinat à Lyon où Caroline a emmené Daniel temporairement. Ils sont devenus amis. Quand Hélène a décidé d'adopter, Caroline y a vu une opportunité de maintenir un lien avec Paris, quelqu'un qui pourrait l'informer s'il y avait du nouveau concernant l'enquête. « Alors Hélène savait ?» demanda Antoine stupéfait. « Non, garantit François. Elle a adopté Louise légalement, sans connaître le lien. Caroline se contentait de surveiller de loin. Ces révélations étaient troublantes, mais elles prenaient enfin sens. Toutes les pièces du puzzle qui avaient tourmenté Antoine pendant 7 ans s'assemblaient finalement. « Allons chercher mon fils, dit-il, la détermination évidente dans sa voix. Et ensuite, François, tu devras rendre des comptes pour ton rôle dans tout cela. » Tandis qu'il se dirigeait vers la voiture, Antoine sentit le poids de 7 années de souffrance commencer à se dissiper. Le voyage n'était pas terminé. En fait, un nouveau ne faisait que commencer. Regagner la confiance de Daniel serait peut-être un défi encore plus grand que de le retrouver. Mais pour la première fois depuis si longtemps, Antoine avait de l'espoir. Et tout cela grâce à une petite fille extraordinaire, qui pouvait retrouver ce qui était perdu, même quand cela semblait impossible. Le voyage vers Lyon fut enveloppé d'un silence tendu. Antoine conduisait, concentré, ses pensées tourbillonnant entre espoir et appréhension. Sur le siège passager, François indiquait occasionnellement des directions, son visage un masque de culpabilité et de regret. À l'arrière, Jeanne gardait Béa occupée avec des jeux et des conversations chuchotées, essayant de normaliser une situation extraordinaire. L'autoroute qui traversait les collines de la Bourgogne révélait un paysage splendide de vignobles et de forêts, mais Antoine remarquait à peine le décor. Son esprit était fixé sur une seule pensée. Dans quelques heures, après 7 ans d'agonie, il reverrait son fils. « C'est cette sortie, indiqua François alors qu'ils approchèrent de la périphérie de Lyon. L'école Saint-Benoît se trouve à environ 30 km d'ici, dans une zone rurale. » Antoine acquiesça silencieusement, prenant le chemin indiqué. La route devint plus étroite, serpentant entre des collines verdoyantes, ponctuées de petits villages de pierre, le paysage typique de la campagne française. « Comment est cet endroit ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence. « C'est une école traditionnelle avec un régime d'internat, » répondit François, « fondée par des moines bénédictins, mais aujourd'hui gérée par des laïcs. Elle a bonne réputation académique. Et Daniel, comment va-t-il là-bas ?» François hésita avant de répondre. « D'après ce que Caroline me racontait, il s'est bien adapté, c'est un bon élève, particulièrement en sciences. Il a des amis. Il pratique des sports. Toute une vie qu'Antoine avait manqué. Des anniversaires, des premiers jours d'école, des dents qui tombent, des genoux écorchés. Toutes ces petites et grandes expériences qui formaient l'enfance d'un garçon. Sait-il qu'il est adopté? Ou pense-t-il que Caroline était sa mère biologique? Caroline a maintenu une partie de la vérité, expliqua François. Elle lui a dit qu'il était votre fils à tous les deux, mais que vous les aviez abandonnés quand il était petit. La cruauté du mensonge fit Antoine serrer le volant si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. 7 ans d'une histoire fabriquée. 7 ans à être dépeint comme le méchant dans la vie de son propre fils. Et il va être confus, commenta Jeanne depuis la banquette arrière, sa voix douce. Peut-être même effrayée. Nous devons y aller doucement. Antoine acquiesça, reconnaissant pour le bon sens de cette conductrice de taxi qui, en si peu de temps, était devenue une alliée inattendue. « Nous sommes arrivés, annonça François quand un grand portail en fer forgé apparut devant eux.
L'école Saint-Benoît occupait une vaste propriété bien entretenue. Le bâtiment principal, une construction de style néoclassique vieille de plus d'un siècle, s'élevait majestueusement au centre d'une pelouse verdoyante. Tout autour, des installations plus modernes complétaient le complexe éducatif. Bibliothèques, gymnases, laboratoires et dortoirs. Antoine se gara devant l'administration, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ce serait peut-être mieux que j'y aille d'abord, suggéra François. Expliquer la situation au directeur, préparer le terrain. Non, refusa fermement Antoine. J'ai déjà perdu trop de temps à cause de tes préparatifs. Nous y allons tous ensemble. À l'accueil, une dame d'âge moyen à l'expression sévère mais pas hostile les reçut. Puis-je vous aider? Nous devons parler au directeur, expliqua Antoine, gardant la voix ferme malgré l'émotion. C'est une affaire urgente concernant l'un des élèves, Daniel Moreau. La mention du nom fit la réceptionniste froncer les sourcils. Êtes-vous parent de l'élève? Je suis son père, répondit Antoine, le mot provoquant une vague d'émotion qui faillit l'étouffer. Son véritable père. Après quelques appels internes et des minutes d'attente qui semblèrent éternelles, il fut reconduit au bureau du directeur, un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants et aux yeux perspicaces derrière des lunettes à fine monture. « Je suis le docteur Auguste Pradier », se présenta-t-il, indiquant les chaises devant son bureau. « Je comprends qu'il y a une situation délicate impliquant l'un de nos élèves. » Pendant l'heure qui suivit, Antoine raconta toute l'histoire, la disparition de Daniel, les enquêtes infructueuses, les récentes révélations sur le plan de Caroline et le rôle de François. Il présenta des documents, montra des photos, exhiba le journal trouvé chez Hélène. Le directeur écouta attentivement, son visage révélant une surprise et une préoccupation croissante. Quand Antoine eut terminé, il resta silencieux quelques instants, comme s'il digérait les informations. « Monsieur Legrand, c'est une situation extraordinaire, dit-il finalement. Je comprends votre douleur et votre indignation, mais ma préoccupation principale doit être le bien-être émotionnel de Daniel. Une rencontre soudaine, sans préparation, pourrait être traumatisante pour lui. Je comprends, acquiesça Antoine, bien que chaque fibre de son être aspirât à voir son fils immédiatement. Que suggérez-vous? Je vais demander la présence de notre psychologue scolaire, décida le directeur. Elle pourra nous guider sur la meilleure approche. En attendant, je peux vous montrer quelque chose. Il se leva et alla vers un classeur, d'où il sortit un dossier identifié au nom de Daniel Moreau. Il en extrait quelques feuilles de papier. Ce sont des dessins que Daniel a faits lors de ses séances avec la psychologue. Il bénéficie de ce suivi depuis son arrivée, initialement pour l'aider à gérer le deuil de sa mère. Antoine reçut les dessins d'une main tremblante. Le premier montrait une grande maison avec piscine, très semblable à l'illustration du journal. Un autre représentait une femme aux cheveux châtains à côté d'un garçon, clairement Caroline et Daniel. Mais ce fut le troisième dessin qui fit son cœur s'arrêter. Une silhouette masculine tenant ce qui semblait être un petit dinosaure vert. « Il se souvient », murmura Antoine, des larmes s'échappant enfin de ses yeux. « Même après tant de temps, même avec tous les mensonges, il se souvient de moi. » La psychologue scolaire, Dr Marianne Fontaine, arriva peu après, une femme d'environ 40 ans, à l'expression sereine et au mouvement calme qui inspirait confiance. Après avoir pris connaissance de la situation, elle proposa une approche graduelle. Daniel est en cours actuellement. Je suggère que je lui parle d'abord, que je le prépare à l'idée que son père biologique est ici. Selon sa réaction, nous pourrons procéder à une brève rencontre dans un environnement contrôlé. Antoine accepta, reconnaissant la sagesse de cette suggestion. L'attente serait un supplice, mais cela valait la peine si cela augmentait les chances d'une réunion réussie. Pendant qu'ils attendaient, Béa, qui avait été inhabituellement silencieuse, s'approcha d'Antoine. « Il va vous aimer », dit-elle avec la certitude que seuls les enfants possèdent. « Parce que vous ne l'avez jamais oublié, même quand tout le monde vous disait de l'oublier. » Antoine sourit, ému par la perspicacité de la petite fille. « Merci, Béa. Tu es vraiment spéciale, tu sais ?»« C'est ce que maman dit toujours, » répondit-elle, regardant Jeanne avec affection. Après ce qui sembla une éternité, le docteur Marianne revint. Son expression était prudemment optimiste. « J'ai parlé avec Daniel, » rapporta-t-elle. Comme prévu, il était assez confus et secoué. La version qu'il connaissait est très différente de la réalité. Mais elle fit une pause, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Il veut vous rencontrer. » Le cœur d'Antoine s'emballa.
Quand? Maintenant, si vous êtes prêt. Il est dans la salle de conseil. Je suggère que vous y alliez seul, dans un premier temps. Antoine acquiesça, suivant la psychologue à travers de longs couloirs silencieux. Ils s'arrêtèrent devant une porte en bois clair. « Souvenez-vous, conseilla le docteur Marianne, il traite beaucoup d'informations contradictoires. N'attendez pas une réunion digne d'un conte de fées. Soyez honnête, mais gentil, et par-dessus tout, respectez son rythme. » Avec un dernier signe d'encouragement, elle ouvrit la porte. La salle était accueillante, avec des fauteuils confortables et un éclairage doux. Et là, assis dans l'un d'eux, se trouvait Daniel. Plus le petit garçon de 5 ans qu'Antoine gardait en mémoire, mais un préadolescent de 12 ans, avec des traits qui commençaient à définir l'homme qu'il deviendrait un jour. Les mêmes cheveux foncés et légèrement ondulés, les mêmes yeux. Les yeux d'Antoine, comme Béa l'avait prédit. Et quand le garçon leva les yeux, elle était là. La fossette au coin droit du visage, si semblable à celle de Béa que c'en était presque surnaturel. « Bonjour », réussit à dire Antoine, sa voix presque inaudible d'émotion. Daniel l'étudia en silence pendant un long moment. « Tu es vraiment mon père ?» demanda-t-il finalement, sa voix montrant déjà les premiers signes du passage à l'adolescence. « Oui », répondit simplement Antoine, « c'est moi. Pourquoi as-tu mis si longtemps à me retrouver ?» La question, directe et sans préambule, prit Antoine au dépourvu. Il n'y avait pas d'accusation dans le ton de Daniel, juste une curiosité sincère qui était presque plus douloureuse que n'importe quel reproche. « Je n'ai jamais cessé de chercher », répondit-il honnêtement. « Jamais, pas un seul jour. Je ne savais simplement pas où chercher. » Daniel acquiesça lentement, traitant l'information. « Le docteur Marianne m'a dit que ma mère, qu'elle m'a emmené, qu'elle a inventé des histoires sur toi. »« C'est vrai », confirma Antoine, s'approchant prudemment et s'asseyant dans le fauteuil en face de Daniel. « Mais je ne suis pas ici pour dire du mal d'elle. Caroline, ta mère, elle pensait faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. Elle a dit que tu ne voulais plus de nous, » révéla Daniel, ses yeux fixés sur ceux d'Antoine, comme s'il y cherchait la vérité. « Que tu avais une autre famille. »« Il n'y a jamais eu d'autre famille, » répondit doucement Antoine. « Seulement toi. Toujours seulement toi. » Un silence s'installa entre eux, pas exactement confortable, mais pas hostile non plus. Un silence de reconnaissance, de deux personnes essayant de traverser un abîme de 7 ans de séparation. « J'ai quelque chose pour toi, » dit finalement Antoine, sortant de sa poche le petit dinosaure vert. « Tu l'as laissé derrière toi. » Ce jour-là, les yeux de Daniel s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. Il tendit la main avec hésitation, prenant le jouet. « Rex » murmura-t-il, le nom qu'il avait donné au dinosaure quand il n'avait que 3 ans. « Je me souviens... » « De quoi ?» encouragea doucement Antoine. « De toi me le donnant. C'était mon anniversaire. 4 ans, je crois. Tu as dit que c'était un dinosaure spécial qui me protégerait quand tu ne serais pas là. » Ce souvenir si vif et précis fit Antoine retenir son souffle. « Tu te souviens de ça ?» Daniel acquiesça, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Je me souviens d'autres choses aussi. Glace à la pistache les dimanches, une balançoire rouge dans l'aire de jeu. Toi m'apprenant à faire du vélo. Chaque souvenir partagé était un cadeau précieux, une confirmation que le lien entre eux, bien qu'endormi pendant 7 ans de séparation, n'avait jamais été complètement rompu. « Puis-je te demander quelque chose ?» demanda Daniel, son expression soudainement sérieuse. « N'importe quoi, assura Antoine. « Vas-tu m'emmener loin d'ici ?» La question flotta dans l'air, chargée d'anxiété et d'espoir à parts égales. « Seulement si tu le veux, » répondit honnêtement Antoine. « Je ne vais rien te forcer à faire, Daniel. Je sais que ta vie est ici maintenant, tes amis, ton école. Je ne veux pas t'enlever tout ça, mais tu vas partir. » Le ton de Daniel révélait une vulnérabilité qui brisa le cœur d'Antoine. « Plus jamais, » promit-il. « Même si tu décides de rester à l'école, je serai toujours prêt. Nous pourrons nous voir les week-ends, pendant les vacances. Nous pourrons reconstruire notre relation à ton rythme. » Daniel considéra ces paroles un moment, ses doigts jouant distraitement avec le dinosaure. « Puis-je rencontrer les autres ?» demanda-t-il finalement. « La petite fille qui t'a aidé à me retrouver ?» Antoine sourit. « Bien sûr. Ils attendent dehors. » Quand ils retournèrent dans le bureau du directeur, Béa fut la première à s'approcher, étudiant Daniel avec des yeux curieux. « Vous avez la même fossette, » observa-t-elle, touchant son propre visage à l'endroit exact. « Et les mêmes yeux. » Daniel sourit timidement. « Tu es la fille qui trouve les choses perdues ?»« Parfois, » répondit Béa avec le même naturel qu'elle traitait son don. « Je t'ai trouvé, toi. »
Une compréhension silencieuse sembla passer entre les deux enfants, une connexion qui transcendait les explications rationnelles. Peut-être, pensa Antoine, était-ce une sorte de reconnaissance mutuelle. Deux enfants extraordinaires dont les destins s'étaient entrelacés de manière que personne n'aurait pu prévoir. Dans les jours qui suivirent, Antoine loua une maison à Lyon, près de l'école. Daniel décida de rester élève interne pendant la semaine, mais passerait les week-ends avec son père, un arrangement qui respectait son besoin de stabilité tout en permettant la reconstruction progressive de leur relation. Jeanne et Béa prolongèrent leur séjour dans la ville, initialement pour apporter un soutien émotionnel à Antoine, puis parce que les enfants avaient développé une amitié instantanée. Béa, avec sa perception extraordinaire, devint un pont entre le père et le fils, adoucissant les moments de tension par des observations innocentes qui apportaient souvent de la clarté à des situations complexes. François retourna à Paris pour faire face aux conséquences de ses actions. Bien qu'Antoine eût des raisons de poursuivre son ex-associé en justice, il opta pour une voie différente. François vendrait sa part de la société immobilière pour une somme symbolique et utiliserait son expérience pour aider les enfants en situation de vulnérabilité, travaillant avec des ONG qui luttaient contre le trafic et l'adoption illégale de mineurs. Hélène, en apprenant toute la vérité, contacta Antoine pour offrir son soutien inconditionnel et demander pardon pour son silence de tant d'années. Louise, sa fille adoptive, fut officiellement présentée à Daniel, confirmant qu'ils s'étaient effectivement brièvement connus à l'orphelinat de Lyon. La petite fille devint une visiteuse fréquente les week-ends, complétant le cercle particulier d'amitié qui s'était formé. 3 mois après les retrouvailles, par un dimanche ensoleillé, Antoine, Daniel, Jeanne et Béa faisaient un pique-nique au bord du lac du parc de la Tête d'Or. Les enfants jouaient près de l'eau, tandis que les adultes conversaient assis sur une couverture à carreaux. « Il s'adapte bien », observa Jeanne, regardant Daniel enseigner à Béa comment faire un bateau en papier. « Plus rapidement que nous ne l'espérions. »« Les enfants sont résilients », répondit Antoine, son regard fixé sur son fils. « Et je pense que, d'une certaine façon, il a toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'histoire qu'on lui avait racontée. Qu'allez-vous faire maintenant? Retourner à Paris? » La question flotta dans l'air, chargée de significations non exprimées. Ces dernières semaines, Antoine et Jeanne s'étaient rapprochés, unis d'abord par leurs préoccupations communes pour les enfants, puis par une connexion plus personnelle qu'aucun des deux n'avait anticipée. « Nous n'avons pas encore décidé », répondit Antoine, choisissant soigneusement ses mots. « Daniel est à l'aise ici, mais je sens qu'il est aussi curieux de Paris, de la vie que nous avions avant. »« Et vous ?» demanda Jeanne, ses yeux rencontrant les siens. « Que voulez-vous » Antoine réfléchit un moment. « Je veux être là où Daniel sera heureux. Mais aussi, il hésita, rassemblant son courage, je veux aussi être là où toi et Béa serez. » Cette confession, bien que pas totalement inattendue, fit légèrement rougir Jeanne. « Nous pourrions essayer quelque chose à Paris, » suggéra-t-elle. « Béa adorerait connaître la ville. Et je suis prête pour un changement. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, les cris enthousiastes des enfants attirèrent leur attention. Daniel avait trouvé quelque chose au bord du lac, une petite tortue qui semblait blessée. « Béa dit que nous pouvons la soigner », s'exclama-t-il, s'approchant avec l'animal soigneusement niché dans ses mains. Elle dit qu'elle sait comment faire. Tandis que les 4 se penchaient sur la petite créature, discutant comment ils pourraient l'aider, Antoine sentit une vague de gratitude si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. Après 7 ans d'obscurité, la vie lui offrait une seconde chance. Pas seulement avec Daniel, mais avec une nouvelle famille qui se formait de manières inattendues. Le voyage avait été long et douloureux, marqué par la trahison, les mensonges et la perte. Mais à la fin, il avait aussi apporté guérison, rédemption et possibilité de nouveaux départs. Et tout cela grâce à une rencontre fortuite dans un taxi avec une petite fille extraordinaire qui possédait le don de trouver ce qui était perdu, pas seulement des objets, mais aussi des personnes, des chemins et des espoirs. Regardant les 2 enfants, si différents dans leurs origines mais si semblables dans leur cœur, et la femme qui avait ramené la lumière dans sa vie, Antoine sut qu'il avait enfin trouvé le foyer qu'il cherchait, non pas dans un lieu, mais dans les personnes qui faisaient maintenant partie de son voyage. « Je crois que nous avons trouvé notre chemin », dit-il simplement, son regard rencontrant celui de Jeanne une fois de plus. Elle sourit, comprenant tout ce qui n'avait pas été dit. « Oui », acquiesça-t-elle, « nous l'avons enfin trouvé. »